Le vent soufflait avec une violence inhabituelle cette nuit-là à Douala. Dans les rues encore animées de la ville, les bourrasques faisaient trembler les lampadaires qui bordaient les routes poussiéreuses. Leur lumière vacillante projetait sur les murs des maisons des ombres étranges, comme si la nuit elle-même observait silencieusement la ville. Les palmiers pliaient sous la force du vent. Les tôles des toits vibraient avec un bruit métallique. Au loin, on entendait encore quelques motos traverser les carrefours, leurs phares perçant l'obscurité comme des éclairs furtifs. Mais dans un petit appartement situé au 4e étage d'un immeuble modeste, une jeune femme vivait l'un des moments les plus importants de sa vie. Elle s'appelait Déborah. Assise au bord de son lit, le cœur battant, elle tenait son passeport entre ses mains tremblantes. Ses doigts glissaient doucement sur la couverture bleu sombre du document, comme si elle avait peur qu'il s'est tremblé pris, disparaisse soudainement. À l'intérieur, un petit autocollant brillait sous la lumière d'une ampoule fatiguée suspendue au plafond. Le visa. Le visa pour l'Allemagne. Pendant quelques secondes, Déborah resta immobile, incapable de réaliser complètement ce qui venait de se produire. À seulement 21 ans, elle venait d'obtenir ce que beaucoup considéraient comme un miracle. 3 années de lutte, 3 années d'efforts, 3 années d'espoir fragile. Tout cela venait enfin de porter ses fruits. Elle ferma les yeux un instant et inspira profondément. Dans sa mémoire défilaient les nuits interminables passées à préparer son dossier. Les papiers administratifs, les traductions, les attestations, les rendez-vous, les refus, les doutes. Il y avait eu des moments où elle avait presque abandonné. Des moments où tout semblait trop compliqué. Mais elle avait continué. Parce que derrière ce visa se cachait bien plus qu'un simple voyage. C'était une porte. Une porte vers un avenir différent. Une porte vers la liberté. Une porte vers une vie qu'elle avait toujours imaginée sans vraiment savoir si elle pourrait un jour l'atteindre. Ses parents avaient tout sacrifié pour elle. Sa mère, une femme courageuse au regard fatigué, avait utilisé ses dernières économies pour payer certaines démarches administratives. Son père, discret mais déterminé, avait parcouru toute la ville pour récupérer des documents presque impossibles à obtenir. Attestations, certificats, justificatifs. Chaque papier représentait une bataille. Et maintenant, enfin, la victoire était là. Déborah se leva lentement et s'approcha de la petite fenêtre de sa chambre. De là, elle pouvait voir Douala respirer sous la chaleur lourde de janvier. Les klaxons des taxis jaunes résonnaient encore dans la nuit. Les vendeurs ambulants terminaient leur dernière vente. Les lumières des boutiques clignotaient avant de s'éteindre une à une. La ville ne dormait jamais vraiment. Mais pour Déborah, tout semblait soudainement silencieux. Son esprit était ailleurs. Elle imaginait déjà l'Europe, les rues propres, les trains rapides, les grandes universités. Un monde totalement différent de celui qu'elle avait toujours connu. Un frisson parcourut soudain son dos, un frisson étrange, comme un avertissement silencieux. Elle fronça légèrement les sourcils. Pourquoi cette sensation? Pourquoi ce malaise alors qu'elle venait de vivre l'un des plus beaux jours de sa vie? Elle tenta de chasser cette pensée. Peut-être était-ce simplement la fatigue, ou l'émotion. Après tout, la vie ne lui avait jamais offert de cadeaux sans condition. Et quelque part au fond d'elle, une petite voix lui rappelait que chaque victoire attire aussi des regards. Des regards admiratifs, mais parfois aussi des regards jaloux. Déborah se retourna et observa sa chambre. La pièce était simple, presque austère. Un lit étroit recouvert d'une couverture trop fine. Un petit bureau encombré de cahiers, de stylos et de dossiers administratifs. Une armoire en bois qui grinçait chaque fois qu'on l'ouvrait. Mais pour elle, cet endroit représentait bien plus qu'une simple chambre. C'était ici qu'elle avait rêvé. C'était ici qu'elle avait étudié jusqu'au lever du soleil. C'était ici qu'elle avait pleuré après certains refus. Et c'était ici qu'elle venait d'apprendre la nouvelle qui allait changer sa vie. Déborah regarda encore une fois son passeport. Puis une idée surgit dans son esprit. Une idée spontanée, presque irréfléchie. Elle murmura doucement. « Je dois célébrer ça. » Un sourire apparut lentement sur son visage. Pourquoi garder cette joie pour elle seule? Pourquoi ne pas partager ce moment avec ses amis? Elle imagina déjà la musique, les rires, les photos, les verres levés pour célébrer cette victoire. Ses parents n'approuveraient sûrement pas. Pour eux, il fallait rester prudent, discret. Mais Déborah était jeune, et ce soir-là, elle voulait simplement être heureuse. Elle attrapa son téléphone posé sur le bureau. Ses doigts tapèrent rapidement un message dans le groupe de discussion de ses amis. « C'est officiel, j'ai mon visa. Fête ce soir chez moi. » Elle appuya sur envoyer. Pendant quelques secondes, rien ne se passa. Puis les notifications commencèrent à apparaître. 1, 2, 3. Les réponses affluaient déjà. Des émojis,
des messages excités, des promesses de champagne, de musique et de danse. Déborah sentit son cœur s'alléger. Elle ria doucement en lisant les messages. Ce soir allait être une soirée mémorable. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Car dans l'ombre de cette célébration à venir, quelque chose d'invisible commençait déjà à prendre forme. Une émotion silencieuse, une émotion sombre, la jalousie. Et parfois, la jalousie attend simplement le bon moment pour frapper. Le soleil commençait lentement à descendre sur Douala. Le ciel se teintait de couleurs chaudes, mélange d'orange brûlé et de rouge profond, comme une toile peinte par la chaleur du soir. La ville, elle, continuait de vibrer avec son énergie habituelle. Dans les rues, les vendeurs ambulants criaient encore leur dernier prix. Les taxis jaunes klaxonnaient sans relâche. Les motos zigzaguaient entre les voitures coincées dans les embouteillages. Mais, au 4e étage d'un immeuble modeste, une atmosphère bien différente prenait forme. Dans son appartement, Déborah s'activait dans tous les sens. L'excitation l'empêchait presque de respirer normalement. Elle nettoyait la table du salon, essuyait les verres un par un, arrangeait les coussins du canapé, puis revenait vérifier la playlist sur son téléphone. Chaque détail devait être parfait. Pas parce que la fête devait être luxueuse, mais parce que ce moment était important pour elle. C'était la célébration de 3 années de combat, 3 années de patience, 3 années d'espoir. Elle disposa sur la petite table quelques bouteilles de jus, des sodas, quelques boissons alcoolisées achetées spécialement pour l'occasion, et quelques amuse-bouches simples, des chips, des brochettes, quelques fruits. Rien de très extravagant, mais suffisant pour créer une ambiance chaleureuse. Puis elle baissa légèrement la lumière du salon. L'éclairage devenait plus doux, plus intime. Elle regarda autour d'elle et sourit. Oui, c'était parfait. Son cœur battait fort. La soirée n'avait même pas encore commencé, et pourtant elle se sentait déjà heureuse. Quelques minutes plus tard, le premier coup frappa à la porte. Toc, toc. Déborah inspira profondément avant d'ouvrir. Devant elle se tenaient 2 jeunes femmes africaines, élégamment habillées, portant des bouteilles et des sacs remplis de surprises. Elle souriait largement. « Félicitations !» cria l'une d'elles en entrant. Les rires éclatèrent immédiatement. Puis une autre arriva, puis encore une. En quelques minutes, l'appartement modeste se transforma en un lieu de fête animé. La musique commença à résonner dans le salon, un rythme afro entraînant. Les basses faisaient légèrement vibrer les murs. Les téléphones sortirent presque immédiatement. Des selfies furent pris, des vidéos, des stories Instagram. Les écrans brillaient dans la pièce comme de petites étoiles. Déborah était au centre de tout. Elle riait, elle dansait. Elle racontait encore et encore comment elle avait obtenu son visa. Ses amis l'écoutaient avec attention. Certaines applaudirent. D'autres levèrent leurs verres en criant « À l'Allemagne! À la réussite! À la nouvelle vie !» Les verres s'entrechoquèrent dans un bruit cristallin. Mais derrière ces éclats de joie, quelque chose d'autre existait. Quelque chose de beaucoup plus discret, beaucoup plus dangereux. Car au milieu des rires, certains regards se croisaient. Des regards rapides, des regards silencieux, des regards chargés d'émotions que Déborah ne remarquait pas. Une jeune femme africaine, debout près du mur, observait la scène avec un sourire figé. Ses lèvres souriaient, mais ses yeux restaient froids, calculateurs. Elle regardait Déborah danser, entourée d'attention, de compliments et de félicitations. Et au fond d'elle, une pensée sombre commençait à grandir. Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Une autre jeune femme africaine s'approcha d'elle et murmura doucement. Elle a vraiment de la chance. La première haussa légèrement les épaules. La chance ou les bons contacts? Le ton semblait léger, mais quelque chose dans leur voix trahissait une pointe d'amertume. Pendant ce temps, Déborah continuait de danser au centre du salon. Ses cheveux bougeaient au rythme de la musique. Son rire était sincère, pur. Elle se sentait enfin reconnue. Pour une fois dans sa vie, elle n'était plus la fille qui se battait dans l'ombre. Elle était celle qu'on célébrait. Mais parfois, la réussite attire aussi les regards les plus dangereux. Les conversations dans l'appartement devinrent peu à peu plus intimes. Certains groupes se formaient dans les coins du salon. On parlait de projets, de voyages, de frustrations. « Tu pars vraiment seule ?» demanda une voix. « Oui, répondit Déborah avec enthousiasme. Mais peut-être que vous viendrez me rejoindre un jour. » Les rires reprirent. Mais dans un coin de la pièce, 2 jeunes femmes africaines échangèrent un regard lourd de sens. Un regard que personne d'autre ne remarqua. Puis l'une d'elles murmura presque imperceptiblement. « Elle croit. Vraiment que sa vie va changer comme ça. » L'autre répondit avec un sourire étrange. « On verra bien. » À cet instant précis, Déborah leva son verre au milieu de la pièce.
À nous, cria-t-elle. À nos rêves. Tous les verres se levèrent. Le bruit du toast résonna dans le salon. La musique continua, les rires aussi. Mais quelque part dans cette pièce, une décision venait peut-être déjà d'être prise. Car parfois, la jalousie ne se contente pas d'un simple regard. Parfois, elle attend simplement le moment parfait pour frapper. La nuit était désormais complètement tombée sur Douala. À travers les fenêtres de l'appartement, on apercevait les lumières de la ville scintiller comme des milliers de petites étoiles. Les klaxons lointains des taxis, les motos qui filaient dans les rues et les voix des passants formaient une rumeur constante. Mais à l'intérieur de l'appartement de Déborah, un autre monde existait. La musique battait son plein. Les basses vibraient dans les murs. Les lumières tamisées donnaient à la pièce une atmosphère chaleureuse et presque magique. Au centre du salon, Déborah dansait. Ses mouvements étaient libres, spontanés. Ses cheveux bougeaient au rythme de la musique et son rire éclatait sans retenue. Elle se sentait légère. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression que la vie lui souriait vraiment. Autour d'elle, ses amis semblaient partager cette joie. Certaines dansaient, d'autres filmaient la scène avec leur téléphone. Les verres se remplissaient et se vidaient. Les conversations devenaient plus animées. Mais derrière cette ambiance festive, quelque chose d'invisible se formait. Une tension subtile. Un poison bien plus ancien que celui qui allait bientôt être versé. La jalousie. Dans un coin plus sombre du salon, près de la petite table où étaient posées les bouteilles, 3 jeunes femmes africaines discutaient à voix basse. Leurs visages étaient éclairés par la lumière bleutée d'un téléphone. Leurs regards se tournaient parfois vers Déborah, qui continuait de danser au milieu de la pièce. L'une d'elles croisa les bras. « Regarde-la, murmura-t-elle. » Une autre répondit doucement. Elle croit déjà qu'elle a réussi sa vie. La troisième soupira. Depuis ce visa, elle agit comme si elle était différente de nous. Leurs mots étaient prononcés doucement, presque calmement, mais leurs yeux racontaient une autre histoire. Une histoire faite d'amertume, d'envie, de frustration accumulée. Car pendant que Déborah rêvait d'Allemagne, certaines d'entre elles avaient vu leurs propres rêves échouer. Demandes de visa refusées, projets abandonnés, promesses brisées. Et maintenant, celle qui se tenait au centre de la fête semblait avoir obtenu ce que beaucoup espéraient. Dans leurs esprits, une question revenait encore et une. Encore. Pourquoi elle ? La musique continua, les rires aussi. Déborah s'approcha de la table pour reprendre son souffle. Son visage était brillant de sueur. Ses joues étaient rouges à force de rire et de danser. Elle attrapa une bouteille et remplit quelques verres. « Venez !» cria-t-elle avec enthousiasme. « On fait un autre toast !» Les autres se rapprochèrent. Mais dans l'ombre, un regard froid observait chaque geste. Une jeune femme africaine, appuyée contre le mur, fixait la scène avec une intensité étrange. Son sourire semblait normal, mais ses yeux ne souriaient pas. Ils calculaient, ils observaient, ils attendaient. Lorsque Déborah posa les verres sur la table pour aller chercher une autre bouteille dans la cuisine, la pièce sembla ralentir. Personne ne prêta vraiment attention. La musique continuait, les conversations aussi. Mais une main se glissa discrètement vers les verres. Un petit flacon apparut brièvement. Le geste était rapide, précis, quelques gouttes, presque invisibles. Le liquide se mélangea silencieusement à la boisson, puis la main se retira, le flacon disparut, et tout redevint normal. Personne ne semblait avoir rien vu. Lorsque Déborah revint quelques secondes plus tard, elle trouva les verres exactement là où elle les avait laissés. Elle sourit. « Parfait !» Elle en attrapa un, le leva bien haut. « À nous !» Les autres levèrent leurs verres également. « À nos rêves, à la réussite, à la nouvelle vie !» Le bruit des verres qui s'entrechoquent résonna dans la pièce. Déborah but une grande gorgée. Elle ne remarqua rien. Aucun goût étrange, aucun signe d'alerte. Juste la sensation rafraîchissante de la boisson. La fête reprit immédiatement. La musique monta encore plus fort. Certains dansaient sur la table basse. Les téléphones continuaient de filmer. Mais dans un coin de la pièce, un sourire différent apparut sur un visage. Un sourire froid, satisfait, car le plan venait d'être lancé. Et désormais, il était trop tard pour revenir en arrière. Quelques minutes passèrent, puis 10, puis 20. Déborah continuait de rire et de danser, mais lentement, très lentement, quelque chose changeait. Une étrange chaleur se répandit dans son estomac, puis un léger vertige. Elle secoua la tête. Peut-être l'alcool, peut-être la fatigue. Elle continua de sourire, mais ses mouvements devinrent légèrement moins sûrs. Sa vision se troubla pendant une seconde.
Elle posa une main sur le mur pour se stabiliser. « Tu vas bien ?» demanda une voix derrière elle. Déborah sourit. « Oui, juste un peu fatiguée. » Mais au fond d'elle, une inquiétude venait de naître. Une sensation étrange, comme si son corps lui envoyait un message qu'elle ne comprenait pas encore. Dans un coin de la pièce, certains regards se croisèrent, silencieux, attentifs, car ils savaient que maintenant, le poison avait commencé son travail, et la nuit ne faisait que commencer. La musique remplissait toujours l'appartement, les basses faisant vibrer les murs, tandis que les rires et les voix s'entremêlaient dans une atmosphère de joie apparente. Mais pour Déborah, quelque chose avait changé. Au début, ce n'était qu'un détail presque insignifiant, un léger vertige, une sensation étrange dans l'estomac, comme une chaleur anormale qui montait lentement. Elle posa une main contre le mur pour garder l'équilibre. Ses yeux se plissèrent légèrement. La lumière de la pièce semblait soudain trop forte. Les couleurs des lampes tamisées se mélangeaient dans sa vision. Elle cligna plusieurs fois des yeux. « Ça va ?» demanda une jeune femme africaine en passant près d'elle. Déborah força un sourire. « Oui, juste un peu étourdie. » Elle tenta de rire, mais sa voix semblait plus faible qu'avant. Elle respira, profondément. Peut-être qu'elle avait trop dansé, peut-être qu'elle n'avait pas assez mangé. La fête était intense. Elle se persuada que ce n'était rien, mais au fond d'elle, une inquiétude sourde commençait à naître. La musique continua. Les téléphones filmaient toujours. Les stories sur les réseaux sociaux se multipliaient. Dans un coin de la pièce, certaines jeunes femmes africaines échangeaient des regards rapides, des regards lourds de sens. Leurs visages restaient souriants, mais leurs yeux étaient froids, calculés. Ils observaient Déborah avec une attention presque inquiétante. Déborah tenta de rejoindre le centre du salon, mais ses pas étaient plus lents, plus hésitants. Une vague de chaleur traversa son corps, puis une autre. Son cœur commença à battre plus fort, trop fort. Elle porta instinctivement une main à sa poitrine. La respiration devenait plus difficile. Elle inspira profondément. L'air semblait soudain, lourd, épais. Autour d'elle, la musique semblait s'éloigner, comme si quelqu'un avait placé un voile entre elle et le reste du monde. Les voix devenaient floues, les rires déformés. Elle tenta de se concentrer, mais sa tête tournait. Les murs semblaient légèrement bouger. Elle se dirigea vers le canapé et s'assit lourdement. Ses mains tremblaient maintenant. Une sueur froide apparut sur son front. « Tu es sûre que ça va ?» demanda une jeune femme africaine en s'approchant d'elle. Déborah tenta de répondre, mais les mots sortaient difficilement. « Oui, je crois. Je suis juste. » Elle n'acheva pas sa phrase. Une douleur aiguë traversa soudain son ventre, comme une brûlure. Elle se pencha en avant, surprise. Ses yeux s'agrandirent. Son cœur battait maintenant de manière irrégulière, trop vite, puis trop lentement. La panique commença à s'installer. Quelque chose n'allait vraiment pas. Elle leva les yeux vers les autres. Certaines semblaient inquiètes, mais d'autres restaient étrangement calmes. Trop calmes. Une jeune femme africaine, appuyée contre le mur, la regardait en silence. Un sourire discret au coin des lèvres. Un sourire que Déborah n'avait jamais remarqué auparavant. Un frisson glacé traversa son corps. Ses pensées devinrent confuses. Elle tenta de se lever, mais ses jambes refusèrent de la porter. Le monde bascula autour d'elle. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» murmura-t-elle d'une voix tremblante. Une jeune femme africaine s'approcha immédiatement. Son ton était doux, presque trop doux. « Ne t'inquiète pas, tu dois être fatiguée. » Fatiguée. Ce mot résonna étrangement dans l'esprit de Déborah. Non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas de la fatigue. Son corps se rebellait. Sa vision devenait floue. Les visages autour d'elle semblaient se déformer, comme des masques qui fondaient. Là, la musique était devenue un bruit assourdissant, un grondement lointain. Elle tenta de crier, mais aucun son ne sortit. Sa gorge était sèche, son souffle court. Ses mains tremblaient violemment maintenant. Puis soudain, la vérité la frappa, comme un éclair. Elle repensa au verre, au toast, au regard, au chuchotement. Un sentiment terrible envahit son esprit, la trahison. Ses yeux parcoururent la pièce une dernière fois, les visages qu'elle connaissait, les personnes en qui elle avait confiance. Certaines détournaient le regard, d'autres observaient la scène avec une froide curiosité. Elle comprit. Trop tard. La panique envahit son corps. Elle tenta de se lever une dernière fois, mais ses jambes cédèrent, son corps bascula. Les coussins du canapé amortirent sa chute. La musique continuait, la fête aussi, comme si rien ne se passait, comme si la nuit suivait son cours normal. Mais pour Déborah, le monde s'éteignait lentement. Sa respiration devint irrégulière, ses doigts se crispèrent,
Ses yeux cherchaient de l'aide, une main, un regard sincère, quelqu'un qui comprenne. Mais autour d'elle, il n'y avait que des visages figés. Certains semblaient inquiets, d'autres satisfaits. Les secondes passaient, puis les minutes. Le silence s'installa progressivement. La musique finit par s'arrêter. Les rires disparurent. La fête venait de changer de visage. Car dans ce salon où l'on célébrait un rêve, un drame venait de naître. Et personne ne pouvait plus l'arrêter. Déborah prit une dernière respiration tremblante, puis son corps devint immobile. Ses yeux restèrent ouverts, fixant le plafond. La nuit venait de basculer, et l'aube qui approchait allait révéler la vérité la plus terrible. Et puis, le moment arrive. Pendant des semaines, parfois des mois, le manipulateur a construit son empire. Une illusion parfaite, un monde où il contrôlait tout. Les émotions, les réactions, la perception de la réalité. Mais ce type de contrôle ne tient jamais éternellement. Parce qu'à un moment donné, la victime commence à voir les fissures. Au début, c'est presque imperceptible. Un détail, une incohérence, une phrase qui ne correspond pas à la réalité, une promesse non tenue, une contradiction. Et soudain, quelque chose change. La personne manipulée commence à se poser des questions. Pourquoi je me sens toujours coupable? Pourquoi tout est toujours de ma faute? Pourquoi cette personne me fait me sentir si mal, alors qu'elle prétend m'aimer? Ces questions sont dangereuses pour le manipulateur, parce que le doute est la première étape de la libération. Quand la victime reprend le contrôle. Peu à peu, la victime commence à reconstruire son esprit critique. Elle parle à quelqu'un, un ami, un membre de la famille, parfois même un thérapeute. Et pour la première fois, quelqu'un lui dit une phrase simple, mais bouleversante. Ce que tu vis n'est pas normal. Et cette phrase agit comme un électrochoc. La victime réalise qu'elle n'est pas folle. Elle réalise qu'elle n'est pas le problème. Elle réalise qu'elle a été manipulée. Et à partir de là, tout peut basculer. La réaction du manipulateur. Quand le manipulateur comprend qu'il perd le contrôle, il entre dans une phase extrêmement dangereuse. Parce qu'un manipulateur déteste perdre. Alors il peut essayer plusieurs stratégies. D'abord, la séduction extrême. Il redevient soudainement la personne charmante du début. Les compliments reviennent, les promesses reviennent, les excuses apparaissent. Je vais changer, je ne peux pas vivre sans toi. Tu es la personne la plus importante de ma vie. Mais cette phase n'est qu'un dernier piège. Une tentative désespérée de récupérer le contrôle. La stratégie de la destruction. Si cela ne fonctionne pas, le manipulateur change totalement de tactique. Il passe à l'attaque. Il peut essayer de salir la réputation de la victime, il raconte des mensonges, il se présente comme la véritable victime, il peut dire « c'est elle qui est instable, c'est lui qui m'a détruit, j'ai tout fait pour sauver la relation ». C'est ce qu'on appelle l'inversion des rôles. Le bourreau devient la victime, et la victime devient le coupable. Cette stratégie peut être extrêmement violente psychologiquement. Parce que la personne qui essaye de se libérer doit maintenant aussi défendre sa propre réalité. Le moment de la libération. Mais malgré tout, certaines personnes réussissent à partir. Elles coupent le contact. Elles reconstruisent leur vie. Et petit à petit, elles retrouvent quelque chose qu'elles avaient perdu depuis longtemps. La paix, la confiance en soi, la liberté émotionnelle. Ce processus peut prendre du temps, parfois des mois, parfois des années. Mais une chose est sûre, une fois que quelqu'un comprend les mécanismes de la manipulation, il devient beaucoup plus difficile de retomber dans ce piège. La manipulation psychologique ne laisse pas toujours de traces visibles, mais ses effets peuvent être profonds. Elle peut détruire l'estime de soi, elle peut isoler une personne, elle peut transformer l'amour en prison invisible. Et c'est pour cela qu'il est essentiel d'en parler. Parce que comprendre ces mécanismes, c'est déjà commencer à s'en protéger. Si cette histoire vous a fait réfléchir, dites-le dans les commentaires. Avez-vous déjà rencontré ce type de manipulation? Pensez-vous qu'il est possible de s'en libérer totalement? Votre expérience pourrait aider d'autres personnes à ouvrir les yeux. Et si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci sur la psychologie, les relations et les vérités cachées du comportement humain, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et activer la cloche. Parce que parfois, comprendre les mécanismes invisibles peut changer une vie entière.